On n'a pas de système de chauffage dans la maison et pourtant on est à 18,8 degrés en plein hiver alors qu'il faisait -1 ce matin. Cette maison, c'est la maison la plus performante du monde. On a été primé à la COP24 en Pologne. C'est une maison à haute performance énergétique sur lesquelles on a 36,5 cm de béton cellulaire et à l'extérieur on a 20 cm de polystyrène. En gros on a un mur de 65 cm. Donc qui est très isolant et avec des menuiseries en triple vitrage, ça va nous permettre de chauffer la maison grâce au soleil, donc avec des ouvertures plein sud et peu d'ouvertures au nord. Et donc ce soleil va rentrer et il va chauffer par exemple la dalle en béton. Cette dalle en béton va nous permettre d'accumuler de la chaleur, ce qu'on appelle l'inertie. Et cette chaleur va être redistribuée tout au long de la journée et de la nuit. Donc à peu près 60% du chauffage vient du soleil et le reste ça vient par exemple quand on cuisine. En gros, les apports internes, la cuisine, la chaleur corporelle, les chargeurs de téléphone, la télé, la machine à laver, tout ça, ça va correspondre à peu près à 40% des besoins en chauffage de la maison. Par exemple, si on cuisine avec le four, à la fin, nous, on va laisser le four ouvert pour que la chaleur se diffuse et ça nous permet d'avoir une maison qui est extrêmement confortable sans avoir à payer de chauffage. 30% de la consommation d'un foyer moyen en France, l'électricité liée au chauffage, donc ne pas avoir à en payer, c'est quand même idéal. Tout à l'heure il faisait 18,8 et là il fait 19,4. Le temps de grosso modo de faire du riz quoi. Et puis après les poêles qui sont chaudes, surtout si tu cuisines avec de la fonte, ça va redistribuer de la chaleur en continu pendant 1 heure ou 2. Donc là actuellement chez nous il fait 19 degrés. Cependant cette température de 19 degrés elle serait plutôt équivalente à 21 degrés dans une maison traditionnelle. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a que 1 degré d'écart dans cette pièce entre le sol et le plafond. Et dans une maison traditionnelle, on va plutôt avoir 15 degrés d'écart entre le sol et le plafond, ce qui crée un sentiment d'inconfort. On a froid aux pieds, on a plutôt chaud à la tête, l'air devient sec avec les radiateurs. Donc dans une maison comme celle-ci, on n'a plus ce problème-là. Il n'y a pas de zone froide dans la maison. Si on passe à côté des baies vitrées, on n'a pas de différence de température. On a cette sensation de confort en fait, qui est encore plus extrême dans la maison qu'on a à côté là-bas, qui elle est faite en isolation en bottes de paille, parce qu'on a un mur qui a été enduit en terre et ça permet vraiment de lisser la température. Almost ready. Donc là on est dans la chambre de Maïna. On remarquera qu'il y a des bouches de soufflage dans la chambre. Une ventilation double flux, ça va nous permettre de recycler la chaleur. C'est vraiment on recycle la chaleur qu'on a produit au préalable dans la maison. Le reste c'est du traditionnel. Là on est vraiment sur des murs en placo, de la faïence, du parquet au sol. L'idée c'est de faire une maison qui n'ait pas d'impact environnemental ou le moins possible. Et aussi et surtout une maison confortable. Et c'est clairement ce qu'on a réussi à faire. Ça fait 3 ans que je vis dans la maison, moi, et pour rien au monde, je retournais dans une maison traditionnelle. La maison, elle fait aux alentours des 240 mètres carrés. À la base, cette maison avait été conçue pour accueillir des clients potentiels, pour développer les maisons passives. Sauf que maintenant, on y vit. Donc, si c'était à refaire, la maison serait plus petite. Il y aurait une seule salle de bain et non 3. Tout aurait été fait différemment. Alors là on est dans la chambre d'amis. Ici on a la salle de bain aussi qui est intégrée dans la chambre. On a même une baignoire balnéo. L'objectif c'était de montrer que bien qu'on soit en plein milieu des bois, qu'on soit totalement en réseau, on puisse avoir une maison qui soit d'un point de vue thermique extrêmement confortable et d'un point de vue énergétique totalement autosuffisante. Si tu regardes là-bas, il y a les panneaux photovoltaïques qui vont nous permettre de produire l'électricité pour le site, avec un système de batterie, etc. De se dire qu'on peut avoir une maison extrêmement écologique, qui n'a quasiment pas d'impact sur l'environnement, sans être un écolo extrémiste. Donc on peut avoir une balnéo chez soi, qui consomme 3500 watts à l'instantané, ce qui est énorme, mais vivre dans une maison qui n'a quasiment pas d'impact sur l'environnement. Pour la simple et bonne raison qu'on récupère notre eau de pluie, on a un forage sur une nappe phréatique qui passe dans le terrain, on produit l'énergie avec des panneaux photovoltaïques qui sont garantis 30 ans et qui sont recyclables à 100%, enfin on est à 96%. Donc cette maison a été réalisée en 2017. Après plus de 6 mois de recherche et développement, on est reparti de zéro en fait sur la conception d'une maison. Et dans la foulée, on a fait l'autre maison qui est à 50 mètres là-bas. Et on se rend compte qu'on atteint les mêmes performances avec du biosourcé sans utiliser les matériaux traditionnels qu'on pourrait acheter chez n'importe quel fournisseur du bâtiment avec du béton cellulaire, du polystyrène, etc. Donc celle-ci qui a un aspect beaucoup plus contemporain est en fait réalisée avec des techniques qui sont au final plus vieilles. Dans ces murs, c'est uniquement des bottes de paille. Et on le voit bien si on regarde l'épaisseur du mur. En fait, à l'intérieur, l'épaisseur du mur, c'est clairement la largeur d'une botte de paille.
Donc lorsqu'on a réalisé les maisons, on sortait à 3 450 € du mètre carré TTC clé en main pour une maison avec des matériaux traditionnels. Et pour une maison biosourcée avec une isolation paille, avec des performances équivalentes, on était à 2 000 € du mètre carré TTC clé en main. Donc on a quasiment divisé par deux en ayant un bilan carbone. Si on prend en compte le CO2 qui a été stocké dans la botte de paille, qui est stocké dans le mur et qui ne va pas bouger, on a un bilan carbone qui est génial. Et là, la chambre elle est à l'étage, autant dire qu'il y a une vue assez sympa quand on se réveille le matin. T'es là, pas? Pour quelqu'un qui ne connaît pas le bâtiment, c'est impossible de savoir que cette maison est en paille. La finition en plaque de plâtre, c'est une cuisine traditionnelle. C'est clairement important de pouvoir faire une finition contemporaine et standard, on va dire, similaire à une maison en parpaing, parce que les gens ont vite des a priori, peuvent vite mettre la construction paille dans des cases en se disant que c'est de l'habitat alternatif, c'est pas performant, ça peut brûler. Enfin, il y a beaucoup de désinformations et beaucoup de rumeurs sur la paille. Alors qu'en fait, on y obtient un confort de vie qui est vraiment incomparable, dans le sens où les murs perspirent, on a vraiment une migration de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur, on a une chaleur qui est vraiment optimale. Et en plus, si on doit être amené à démolir l'habitation, on y fait un tas de compost et c'est parti, il n'y a pas à évacuer les déchets. Enfin, évidemment, il y aura les fenêtres, les machines à laver, ces choses-là. Mais le plus gros du bâti, c'est de la matière carbonée, c'est de l'engrais pour le terrain à la finale. À la base, on était une entreprise générale du bâtiment. On a obtenu, après 1 an et demi d'acharnement, les autorisations pour faire de la maison passive, mais avec des matériaux traditionnels. Puis, une fois qu'on a réalisé la maison ossature bois avec une isolation biosourcée en botte de paille, on a voulu ne faire que ça et on n'a jamais réussi à obtenir les assurances. Et les prix dans le biosourcé, ils ont vraiment flambé de manière inexplicable, hein, parce que le bois a pris 300% alors que le béton a pris 5%. Le bois est fait en France, le béton vient de je ne sais où. Derrière, c'était compliqué pour les clients d'avoir des crédits et de s'assurer. On a baissé les bras. Et là on est dans le poulailler. La première phase c'était de faire des maisons à haute performance énergétique, donc très peu énergivores. Et là maintenant on est en train de développer l'autonomie alimentaire. Donc on vient d'aller voir le poulailler. Il y a du maraîchage qui se fait un peu partout. Et on a aussi les cochons, les gascons qui sont là-haut. À la base, l'idée, c'était de montrer qu'on peut faire des grandes résidences avec 10, 15, 20 habitations et avoir aussi un potager partagé, avoir un jardin partagé et faire en sorte que les habitants de ce type d'éco-village puissent être autosuffisants sur déjà la totalité de leurs besoins énergétiques et aussi leurs besoins en eau. Puis par la suite, s'ils ont envie, en fonction du temps qu'ils ont envie d'y consacrer, de gagner en autonomie d'un point de vue alimentaire.